Le déroulé, donc on va faire un petit point rapide sur le contexte et les enjeux de la rénovation du bâtiment. Après, il y aura une partie qui sera bien dense justement sur le bâtiment performant et donc un peu toutes les bases de la thermique. Et ensuite, on fera à la fin un focus sur le DPE et les audits réglementaires pour vous donner un peu justement des clés de lecture par rapport à ce qu'on aura vu sur ces deux outils. Donc le contexte et les enjeux, bon, je pense que vous êtes, si vous êtes dans le secteur de l'immobilier, vous les connaissez certainement, mais en fait on a un objectif qui est dans la loi, un objectif national qui est dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, c'est d'atteindre un parc de logements qui a un niveau de consommation moyen, on va dire, au niveau BBC Rénovation d'ici 2050. Donc c'est un objectif qui est assez ambitieux. Quand on voit le petit schéma qui est affiché, c'est la répartition des étiquettes énergie des logements en Loire-Atlantique. Voilà, donc le niveau BBC Rénovation, ça correspond aux étiquettes A et B. Vous pouvez voir sur le schéma qu'il n'y a que 10% des logements en Loire-Atlantique qui rentrent dans ces deux étiquettes. Donc ça laisse quand même des enjeux très importants sur le nombre de bâtiments à rénover, sur le parc de bâtiments à rénover. Au niveau national, donc là vous avez la répartition des DPE, enfin des étiquettes énergétiques plutôt au niveau national. En fait, ça donne quand même 5 millions de logements qui sont classés aujourd'hui en passoire énergétique, donc les étiquettes F et G, sachant que les étiquettes E vont aussi bientôt rentrer dans ce qualificatif. Donc voilà, ça fait des gros enjeux au niveau rénovation énergétique. Et il y avait l'ADEME qui avait sorti une étude il y a quelques années qui montrait en fait que quand les gens faisaient des travaux de rénovation dans leur logement, et finalement 75% des travaux ne permettaient pas de changer de classe énergétique. Ce qui veut dire qu'en fait, soit les gens, quand ils rénovent, font seulement par exemple de l'aménagement et de l'embellissement, soit les travaux ne sont pas assez bien pensés au niveau énergétique pour faire des sauts de classe. Donc il y a quand même aussi un enjeu finalement sur la performance des travaux de rénovation. Et du coup, pourquoi ce webinaire à destination plutôt des agents immobiliers? Parce qu'en fait, on se rend compte aussi que souvent les travaux de rénovation sont faits au moment de la transaction, au moment de l'achat en fait. Par exemple, d'une maison, quand les gens achètent, voilà, ils achètent la maison, ils la rénovent et après ils s'installent. Donc en fait, il y a un gros enjeu aussi à embarquer des rénovations performantes au moment de l'achat. Et c'est pour ça que vous, en tant que professionnel de l'immobilier, vous êtes aussi un acteur important de cette chaîne, on va dire, de la rénovation, avec en plus des outils aujourd'hui des outils que vous avez comme le DPE et l'audit, mais qu'il faut aussi savoir utiliser. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un bâtiment performant? Alors juste avant, je vais demander à Sylvain de lancer le petit sondage. Là, vous avez donc sur un bâtiment typique, on va dire une maison des années 70 qui n'est pas isolée. À votre avis, quels vont être les trois principaux postes de déperdition sur un bâtiment, une maison qui ne sera pas isolée? Les principaux postes de déperdition, alors il y a la toiture que vous aviez bien identifiée. Donc en fait, le toit, c'est sur une maison qui ne sera pas isolée, hein, bien sûr, c'est 20 à 30% des déperditions d'énergie. Et ensuite, donc c'est plutôt les parois verticales, donc les murs. Et en fait, un des postes principaux aussi de déperdition énergétique, c'est finalement les fuites d'air ou le renouvellement d'air, donc via ventilation ou via un renouvellement d'air naturel quand il n'y a pas de VMC. Mais voilà, donc ça, c'est les trois postes principaux de déperdition dans le bâtiment. Et ensuite, donc c'est plutôt les fenêtres avec 10 à 15% des déperditions. Ensuite, on a les planchers bas où finalement, c'est pas là qu'on a le plus de déperditions. Et viennent ensuite les ponts thermiques, 5 à 10% des pertes de chaleur. Donc ce schéma, il permet aussi de voir comment on priorise les travaux. Mais voilà, c'est intéressant de voir où sont les déperditions. Ce qui est important aussi dans la notion de performance énergétique, c'est la notion de confort thermique. Parce que le confort thermique, en fait, il va dépendre de plusieurs variables. Le confort, c'est comment on se sent à l'intérieur d'un bâtiment. Par exemple, si on chauffe son logement à 20 degrés, mais que les murs sont pas isolés, donc on va avoir cette sensation de paroi froide, qu'il y a des fuites d'air parce que l'étanchéité du bâtiment n'est pas suffisante,
et que par exemple on n'a pas un très bon renouvellement d'air, donc l'air dans la maison va être humide, bah, finalement on aura beau chauffer à 20 degrés, en fait on aura un ressenti qui sera plutôt proche des 17 degrés. Donc ça va beaucoup jouer sur la sensation de confort. A contrario, pour la même température de chauffe, si on a un bâtiment avec des parois qui est isolé, si on a bien traité les fuites d'air et qu'on a un bon renouvellement d'air, donc qu'on évacue bien l'humidité, et ben pour la même température de chauffe, on va avoir un ressenti donc qui sera quasiment à 20 degrés. Donc voilà, cette notion de confort, elle est importante parce que si on n'a pas un bon confort thermique, ben en fait, on va augmenter le chauffage, donc on va avoir plus de consommation. Donc le bâtiment performant, c'est important aussi de savoir comment on priorise les travaux et un peu par quel bout on va prendre les choses. Donc là, on va voir un petit peu les postes de travaux dans l'ordre idéal. Donc idéalement, ce qu'on va traiter en premier, c'est un peu la disposition du bâtiment. Donc ça, c'est un peu plus facile dans le neuf en tout cas, mais voilà. Donc avoir un bâtiment qui soit plutôt compact et plutôt aussi ouvert au soleil pour bénéficier des apports solaires gratuits. Ensuite, on va faire ce qu'on peut pour isoler au mieux l'enveloppe, donc la toiture, les murs et le plancher bas. Ensuite, ce qui va être important quand on a une bonne isolation, c'est de traiter les pans thermiques pour éviter justement qu'il y ait trop de fuites via les pans thermiques. Ensuite, ça va être d'installer des fenêtres qui soient performantes. Donc là, on aura vraiment bien traité toute l'enveloppe avec ces 4 points-là. Euh, et avec le cinquième point qui est la perméabilité à l'air. Donc voilà aussi, c'est important de traiter la perméabilité à l'air de l'enveloppe. Ça, c'est un point qui est de mieux en mieux vu dans le neuf, mais qui n'est pas forcément toujours bien traité en rénovation. Et donc, une fois qu'on a toutes ces 5 clés-là avec une enveloppe performante, il faut bien penser surtout à la ventilation. Donc voilà, comment on renouvelle l'air pour garantir un bon renouvellement d'air intérieur. Et en dernier lieu, on va s'intéresser à un chauffage, donc installer un chauffage à haut rendement. Donc voilà, on va traiter tous ces points les uns à la suite des autres. Donc la première clé, c'est d'avoir un bâtiment compact et ouvert au soleil. Comme je vous disais, en rénovation, c'est pas toujours quand même facile parce qu'il faut composer avec le bâtiment déjà existant. Mais ce qu'on peut faire quand même, c'est par exemple revoir l'organisation des espaces au sein du bâtiment. Donc voilà, privilégier les pièces de vie plutôt côté sud au soleil plutôt que les chambres, par exemple. Bien délimiter le volume à chauffer aussi. Ça permet aussi de savoir où est-ce qu'on met l'isolant à l'intérieur. Si on a le garage qui est dans le volume du bâtiment, on va plutôt isoler entre la maison et le garage que l'extérieur du garage. Voilà, donc créer des ouvertures au sud si on peut, prévoir des protections solaires, ça c'est important aussi. Et pour le confort d'été, on peut même voir un peu au-delà du bâtiment et de la maison et veiller aussi à, par exemple, végétaliser les alentours, avoir des arbres à feuilles caduques qui vont avoir des feuilles en été et donc protégées du soleil, mais qui vont perdre leurs feuilles en hiver et donc permettre de bénéficier quand même des apports gratuits du soleil. Donc la clé numéro 2, ça va être d'avoir une isolation performante, bien isoler son bâtiment. Isoler, ça permet évidemment de réduire passivement les déperditions d'énergie, donc de réduire aussi les factures qui vont en découler, et aussi du coup les gaz à effet de serre, donc son impact carbone. Ça permet aussi d'anticiper finalement les augmentations des prix des énergies. Aujourd'hui, on voit bien que les énergies ne font qu'augmenter, donc isoler aujourd'hui, c'est aussi se prémunir des augmentations futures. On va aussi, en isolant, on va améliorer le confort en hiver, mais aussi en été. Suivant les isolants qu'on choisit, ça va aussi participer au confort du bâtiment en été et entretenir et limiter les dégradations du bâti en évitant, alors là c'est plutôt bien isolé pour éviter justement la formation par exemple d'humidité dans les murs, etc. Une bonne isolation, qu'est-ce que c'est? C'est un matériau qui va permettre en fait de piéger de l'air sec et immobile. Donc c'est un peu le concept de la plume, hein. Quand vous voyez en hiver les petits oiseaux qui se gonflent et qui gonflent leurs plumes, c'est vraiment ce principe-là en fait, c'est d'aller piéger l'air et c'est comme ça qu'en fait on crée de l'isolation. Du coup, il existe pardon, différents types d'isolants. En termes de matériaux, on va avoir donc des isolants qui sont plutôt minéraux, donc ça va être tout ce qui est laine de verre, laine de roche. Ça peut être aussi la perlite, le verre cellulaire. On va avoir des isolants qui sont synthétiques,
Donc là, plutôt issu de la pétrochimie, en fait, hein, donc le polystyrène, le polyuréthane. On a une filière aussi qui se développe de plus en plus, donc celle des isolants biosourcés. Donc on va parler par exemple de la laine et la fibre de bois, la laine de chanvre, le liège, la paille. Il y a aussi des isolants qui font un petit peu un mélange de tout ça, le coton aussi. Et des isolants qui sont plutôt recyclés, donc issus de filières de recyclage. On a de la ouate de cellulose, donc qui est issue du recyclage du papier, et la fibre de textile recyclée, donc vous connaissez peut-être aussi des isolants qui sont faits à partir de textiles, notamment de jeans recyclés. Comment on choisit un isolant? Alors, c'est pas, il n'y a pas de réponse toute faite, hein, ça va vraiment dépendre de l'usage, de la paroi qu'on veut isoler, de la performance qu'on recherche, de la place qu'on a aussi, parce que des fois, bah, on n'a pas forcément une place illimitée, surtout en rénovation, de son budget. Enfin, voilà. Donc, la réponse, elle va vraiment dépendre de tous ces critères-là. Un isolant, comment on le caractérise? Donc, l'isolant, il a une performance vraiment intrinsèque qui est sa conductivité thermique. La conductivité, elle est définie par un sigle qui est le lambda. Et donc, cette conductivité, elle est vraiment propre à l'isolant. Du coup, en fonction de l'isolant, on n'aura pas la même conductivité. Et plus le lambda est faible, plus le matériau est isolant. Donc là, par exemple, vous voyez que entre les différents matériaux, on a des conductivités différentes. Donc, par exemple, une ouate de cellulose qui a une conductivité à 0,040 va être moins isolante à épaisseur égale qu'un polyuréthane, qui est un des matériaux forcément les plus performants, qui a un lambda de 0,024. Donc ça, c'est pour la performance intrinsèque. Après, ce qu'on recherche quand on parle de performance énergétique, d'isolation, et ce que vous avez dans les études thermiques, les audits, c'est une résistance. En fait, on va chercher à atteindre une certaine résistance, un certain R. Le R, il s'est défini par l'épaisseur sur la conductivité thermique, enfin divisé par la conductivité thermique. Donc, en fonction de la résistance qu'on recherche et du matériau qu'on a choisi, eh ben, ça va nous donner une certaine épaisseur. Donc là, par exemple, on reprend notre tableau de matériaux pour une résistance équivalente qui serait de 7,5. Et ben, si on part sur de la boîte de cellulose, on aura besoin de 30 cm d'épaisseur. Si on part sur du polyuréthane, on aura besoin seulement de 18 cm. Donc voilà, suivant ce qu'on recherche, la place qu'on a, on voit que bah, en fait, du coup, le choix du matériau va se faire aussi comme ça. Mais du coup, quand on isole, on va aussi chercher un optimum. Ça sert à, par exemple, mettre 2 cm d'isolant, clairement, ça sert pas à grand-chose. A contrario, c'est pas forcément la peine non plus d'aller mettre 30-40 cm. Le but, c'est vraiment de viser un optimum, surtout en rénovation. Là, dans ce tableau, vous avez sur la troisième colonne les résistances thermiques, donc les R, qui sont demandées pour les aides financières, donc MaPrimeRénov'. Donc, par exemple, quand on cherche à isoler les murs, ce qui est demandé dans MaPrimeRénov', c'est d'avoir une résistance thermique au minimum de 3,7. Donc, par exemple, pour un isolant qui aurait une conductivité moyenne à 0,04, et ben, ça nous fera 15 cm d'épaisseur. Donc voilà, du coup, ça ne sert pas forcément d'aller chercher au-delà de ces 15 cm si on isole par exemple par l'intérieur et qu'on n'a pas forcément beaucoup de place. Ensuite, on a une nouvelle exigence là, dans MaPrimeRénov' parcours accompagné pour l'isolation par l'extérieur. MaPrimeRénov' demande d'avoir une résistance thermique de 4,4 mètres carrés Kelvin par watt. Donc du coup, ça fait aussi une épaisseur d'isolant un peu plus conséquente. Ensuite, pour les toitures, donc en toiture terrasse, le R qui est demandé par MaPrimeRénov', c'est 4,5. Donc voilà, suivant le matériau, on va être autour de 18 cm. Pour les rampants et les combles perdus, là, le R qui est demandé, il est un peu plus important, de 6. Ça vient du fait que, bah, on l'a vu tout à l'heure, le toit, c'est souvent le poste du bâtiment, enfin d'une maison qui est le plus déperditif. Et en plus, en rampant, enfin en comble perdu surtout, on n'a pas cette problématique d'encombrement. Donc là, c'est là qu'il faut essayer d'aller mettre bah, vraiment le meilleur air qu'on peut pour avoir une bonne performance thermique au niveau du toit. Donc voilà, sur un isolant qui aurait une conductivité de 0,04, ça nous donne une épaisseur environ de 24 cm. Et sur les planchers bas, donc là vous voyez que le R il est demandé, il est seulement de 3
mètres carrés Kelvin par watt. C'est vrai que le plancher bas, c'est ce qu'on a vu au début, c'est pas forcément le poste le plus déperditif. Et en plus, en rénovation, c'est pas toujours évident d'isoler le plancher. Donc voilà, le R minimum, en tout cas, c'est un R de 3. Donc là, on a vu les deux premiers points. Le troisième point, c'est le traitement des ponts thermiques. Un pont thermique, qu'est-ce que c'est? En fait, le pont thermique, il va se créer quand on a une discontinuité au niveau du plan d'isolation. Donc en fait, ça va être à chaque fois qu'on a une rupture finalement dans l'isolant, et ça va être le plus souvent en fait aux jonctions, aux interfaces entre les matériaux. Donc par exemple entre les murs et les fenêtres, entre deux murs, entre le mur et la toiture, entre le mur et le plancher bas. Enfin voilà, je pense que vous avez compris le principe. Ça peut être aussi dans les points de fixation. Par exemple, les points de fixation de l'isolation par l'extérieur, ça vient créer des petits plans thermiques ponctuels, mais voilà, faut quand même le savoir. Le problème des pans thermiques, c'est qu'en fait, ça crée des zones plus froides où ça peut provoquer en fait de la condensation, puisque l'air intérieur qui est toujours un peu chargé en humidité peut venir en fait se condenser sur ces zones froides et à terme, ça peut créer par exemple de la moisissure, etc. Donc même en rénovation, il faut essayer quand même de faire attention à ces pans thermiques. Là, vous avez un petit schéma d'une thermographie infrarouge. Ce qu'on voit par exemple sur la maison qui est au premier plan, qui est partiellement isolée, en fait, vous voyez bien par exemple les ponts thermiques qui sont créés par la jonction entre les dalles et le mur. Voilà, ça crée vraiment des grosses zones de déperdition. A contrario, la maison qui est tout au fond, qui elle est isolée par l'extérieur, bah, vous voyez que la façade elle est toute bleue, on n'a plus du tout ce pont thermique de plancher. Donc voilà, l'isolation par l'extérieur, elle a cet avantage pour le coup, de venir un peu envelopper la maison et de corriger tous les ponts thermiques de plancher et de murs de refond aussi. Donc voilà, pour traiter les ponts thermiques, vraiment s'assurer de la continuité de l'isolant, privilégier l'ITE quand c'est possible, mais évidemment en rénovation, ça peut être aussi une contrainte. Euh, On recommande aussi d'isoler, si possible, alors au mieux évidemment de faire tous les travaux d'isolation en une fois, mais sinon en 2 fois maximum, pour justement pouvoir traiter cette problématique de pont thermique. Et ce qui va être essentiel aussi là-dedans, c'est la communication entre les artisans. Donc voilà, entre le charpentier par exemple et le plaquiste ou le façadier qui fera l'ITE, voilà, qui est de la communication et qui gère un peu cette interface entre les deux lots. Donc là, on a vu un peu tout ce qui est sur l'enveloppe. On a aussi, évidemment, ce qui fait partie intégrante de l'enveloppe, ce sont les fenêtres. Euh, donc les fenêtres aujourd'hui, on est sur du double vitrage un peu, enfin, c'est un peu évident. En fait, le double vitrage, il a cette capacité justement à venir aussi piéger l'air entre les deux vitres. Donc en fait, c'est le même principe finalement que l'isolant. L'air est piégé entre les vitres et ça crée une couche d'isolation. Ah, j'entends une alarme incendie. J'espère que c'est un test. Je ne sais pas. Bon. Euh, Et maintenant, on a des doubles vitrages qui sont encore plus performants, puisqu'à la place de l'air entre les deux vitres, on injecte des gaz qui sont moins conducteurs que l'air, donc par exemple l'argon. Donc voilà, ça permet d'augmenter encore la performance des doubles vitrages. La fenêtre, elle est caractérisée, elle, par un coefficient qui s'appelle le UW. Donc, ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que plus le UW est faible, plus la fenêtre est performante et isolante. Aujourd'hui, une fenêtre PVC double vitrage classique, on a un UW autour de 1,4. Donc voilà, ça c'est un peu une valeur que vous pouvez avoir en tête pour les fenêtres. Sur les fenêtres, on va aussi regarder le facteur solaire. Le facteur solaire, en fait, c'est la capacité de la fenêtre à transmettre la chaleur. Ça va être intéressant, notamment quand on crée, par exemple, enfin, quand on a des grandes baies vitrées au sud, essayer de limiter le facteur solaire, ça peut permettre justement de limiter l'inconfort en été. Donc voilà, c'est aussi un facteur sur lequel on peut jouer pour participer à la performance globale du bâtiment. Et ensuite, on a le UD, c'est la même chose que le UW, mais pour les portes, tout simplement. Quand on parle des fenêtres, ce qui est important aussi, enfin, une chose à laquelle on ne pense pas toujours, mais qui est aussi importante, c'est les protections solaires.
les protections solaires, elles participent aussi au confort global, alors que ce soit en hiver, parce que on peut fermer par exemple ses volets le soir et ça permet de garder un peu plus la chaleur. Et à l'inverse, en été, on peut aussi du coup bénéficier des protections solaires pour se protéger des heures les plus chaudes et limiter les sensations d'inconfort thermique dans le bâtiment. Donc penser aux protections solaires quand on rénove et quand on change ses fenêtres, c'est très important. Et donc, une fois qu'on a traité tous ces points, on a aussi donc, la notion d'étanchéité à l'air ou de perméabilité à l'air, hein, on peut avoir les deux mots. Là, l'enjeu, ça va être vraiment de limiter les infiltrations d'air, on dit parasites, c'est-à-dire enfin, qui sont pas volontaires et pas désirables. Voilà, donc c'est tout ce qui sera pas dû du coup au système de ventilation. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça peut entraîner d'avoir une mauvaise perméabilité à l'air? Des courants d'air désagréables. Et de la même façon que les ponts thermiques, ça peut entraîner des points froids, donc en fait de la condensation et à terme aussi des moisissures ou même à l'intérieur même des isolants. Donc ça peut vraiment être assez problématique. C'est aussi un point qu'il faut vraiment traiter en rénovation. Sachant que par exemple pour l'aide Mon Projet Rénov de Nantes Métropole, le niveau qui est demandé en termes de performance énergétique, c'est d'être BBC Rénovation. Et pour ce label, il y a un test d'étanchéité à l'air qui est obligatoire. Donc, euh, donc là, pas de choix de toute façon que de traiter la perméabilité à l'air. Donc comment on fait ça? Et ben avec des membranes d'étanchéité à l'air qui vont limiter justement ces infiltrations, réguler aussi les transferts d'humidité. euh, et aussi au niveau du passage des gaines et des câbles dans les parois et dans les isolants, voilà, traiter tous ces passages de gaines, ça c'est super important, notamment par exemple au niveau de l'électricité, d'avoir voilà, les petits plots étanches là comme sur la photo, c'est super important. Et là encore, ça va être aussi une question de communication entre les artisans et de gestion entre eux pour pas que le travail d'un artisan vienne un peu abîmer entre guillemets ou détériorer le travail du précédent. Donc il y a aussi un enjeu à faire, un enjeu en tout cas de communication entre artisans. Donc une fois qu'on a traité ces 5 points qui sont vraiment sur l'enveloppe du bâtiment, il faut aussi penser à la ventilation. La ventilation, c'est parfois un poste un peu mis de côté ou qu'on considère pas toujours très important, alors qu'en fait, c'est vraiment super important de bien ventiler un bâtiment et une maison. La ventilation, elle va permettre déjà d'évacuer tout ce qui est polluant intérieur. Hein. Dans nos modes de vie modernes aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de choses à l'intérieur de nos maisons qui dégagent des polluants, que ce soit les meubles, les parfums, des bougies, les produits ménagers, etc. Donc voilà, la ventilation, elle participe aussi à ça. Et elle participe surtout à évacuer l'humidité. Ça, c'est super important parce qu'en fait, dans une maison, au quotidien, on produit forcément de l'humidité, hein, que ce soit nous en tant qu'humains, quand on fait la cuisine, quand on prend une douche, etc. Donc voilà, évacuer l'humidité, ça permet toujours aussi de protéger la santé des occupants. Hein. Respirer un air humide, c'est pas génial. D'assurer la pérennité du bâtiment en évitant justement ces problèmes de condensation et de développement potentiel de moisissure. Et ça permet aussi des économies d'énergie, puisque du coup, le chauffage va servir plus à chauffer un air qui est déjà sec plutôt que d'assécher cet air avant de le chauffer. Donc on fait aussi des économies d'énergie en évacuant l'humidité de l'air intérieur. Et donc pour ça, en général, on met en place donc, une ventilation mécanique contrôlée. Donc c'est ce qu'on appelle une VMC. Cette VMC, elle peut être à simple flux. On dit qu'elle est simple flux quand en fait la mécanisation, elle est seulement au niveau de l'extraction d'air. Donc du coup, on va avoir juste des entrées d'air, par exemple, dans les fenêtres et les fenêtres des pièces de vie, enfin des chambres et des pièces de vie, et une extraction d'air mécanique dans les pièces humides. Donc en général, c'est dans la cuisine, la buanderie, la salle de bain. La VMC simple flux, elle est dite autoréglable quand le débit il est constant.
ou alors juste adaptable par exemple par un bouton dans la salle de bain et la cuisine. Ça, c'est pas forcément à conseiller parce que du coup, il y a une action humaine qui est, voilà, qui est pas forcément très fiable, hein. Soit on oublie enfin, d'appuyer sur le bouton, soit on oublie de l'éteindre une fois qu'on en a plus besoin. Donc ça peut créer un surdébit qui est pas nécessaire. L'idéal, c'est quand même d'avoir plutôt une VMC simple flux hygroréglable. Donc elle est dite hygroréglable A quand c'est seulement les extractions, les bouches d'extraction qui sont hygroréglables, ou hygroréglable B, on dit hygro B, quand on a à la fois les bouches d'extraction et les entrées d'air des fenêtres qui sont hygroréglables. Donc voilà, donc du coup, ça va permettre d'adapter le débit de ventilation à l'humidité intérieure du logement. Et donc ça reste intéressant aussi pour faire des économies d'énergie. La deuxième option, c'est d'avoir une VMC double flux. Donc en double flux, on va avoir de la mécanisation, à la fois, enfin une extraction mécanique, une mécanisation on va dire, à la fois sur l'extraction et aussi sur le soufflage d'air. Donc du coup, on va avoir un soufflage d'air, toujours pareil, hein, dans les pièces de vie, donc les chambres et le salon par exemple, et une extraction mécanique dans les pièces humides. L'avantage aussi, c'est qu'on va avoir en fait dans le caisson un échangeur thermique qui va permettre de faire en sorte que l'air qui rentre dans le logement ait récupéré les calories de l'air extrait. Donc ça permet aussi de faire pas mal d'économies d'énergie, hein. Souvent l'air soufflé, il est déjà à 15-16 degrés, donc voilà, ça fait moins de perte d'énergie. La contrainte, c'est qu'en rénovation, c'est pas toujours évident d'installer une double flux en fonction de la place qu'on a. Il faut faire passer un peu plus de gaines et tout ça, donc voilà, ça peut être un peu plus compliqué, mais en tout cas, il y a des gains énergétiques qui sont vraiment intéressants. Et donc pour la dernière clé de performance, donc une fois qu'on a fait tout ça, on va réfléchir à installer un chauffage à haut rendement. Pourquoi c'est la dernière étape? Parce qu'en fait, le travail qu'on aura fait au préalable sur l'enveloppe, sur la ventilation aussi, il va permettre vraiment de réduire les déperditions au minimum et donc de dimensionner un système de chauffage qui sera vraiment adapté aux besoins et surtout voilà, qui viendra compenser finalement les déperditions restantes. Mais c'est vrai que si on vient par exemple installer un chauffage avant d'isoler, en fait c'est dommage parce que le jour où on isole, le chauffage il va plus être du tout adapté en termes de dimensionnement, il va pas fonctionner à son meilleur rendement, donc il va se détériorer. Enfin voilà, donc c'est pas, il vaut mieux en tout cas prendre les étapes dans cet ordre-là quand c'est possible. Donc voilà, comme je le disais, le dimensionnement du système, c'est vraiment très important pour qu'il fonctionne bien, qu'on ait un bon rendement et qu'il dure dans le temps. Et une chose qui peut être aussi laissée de côté, alors qu'en fait c'est vraiment hyper important, c'est de mettre en place une régulation du mode de chauffage en fonction des habitudes de vie du foyer. La régulation, c'est vraiment ce qui permet d'adapter le chauffage au plus près des besoins et des habitudes de consommation, et donc de consommer au plus juste et d'éviter les gaspillages. Et souvent, avec de la régulation, on peut faire voilà, environ 20% d'économie d'énergie juste parce que le mode de chauffage est vraiment adapté à nos besoins. Donc en rénovation, comment on va choisir son chauffage? Alors c'est un peu comme l'isolant, hein, ça va dépendre de pas mal de critères. Déjà, qu'est-ce qu'on a dans l'existant? Est-ce qu'on a déjà des émetteurs? Donc si on a des radiateurs à eau, du coup, ça va aussi orienter notre choix de chauffage. Si on n'a pas du tout de radiateur à eau, qu'on a que des radiateurs électriques, en réno, ça peut être un peu compliqué de remonter tout un réseau de radiateurs. Donc ça va aussi orienter la solution. Quel type de technologie on veut aussi? Est-ce qu'on veut automatique, semi-automatique, manuel? Ça, c'est valable notamment par exemple pour les poêles à bois. L'évolution des prix des énergies, ça peut être aussi un critère de choix sur son mode de chauffage, hein. Et puis du coup aussi le coût global sur la durée de vie de l'équipement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir par exemple pour le radiateur électrique, clairement. C'est un mode de chauffage qui est pas cher à l'achat, mais alors, par contre sur sa durée de vie, ça coûte quand même assez cher, surtout quand on a un bâtiment ou une maison qui est pas très bien isolée. Là, vous avez un Argus des prix de l'énergie qui est disponible et mis à jour régulièrement par l'Agena.
Donc là, vous avez celui qui date d'août 2024. Ça permet de voir en fait un peu quels sont les prix des énergies donc par kilowattheure utile, hein. Donc là, ça permet vraiment de comparer les énergies entre elles. Donc voilà, là, vous voyez par exemple que le bois, ça reste une des énergies les moins chères et que l'électricité, voilà, aujourd'hui est quand même vraiment très chère. À gauche, vous avez aussi le contenu carbone de ces différentes énergies. Donc voilà, quand on est aussi sensible à cet aspect-là, ça peut rentrer dans les critères de choix. Donc du coup, sur le chauffage, on a aussi deux modes de chauffage. Soit on a un chauffage central, donc un équipement de production centrale comme une chaudière, et ensuite on a tout un réseau de distribution du chauffage. Soit on a plutôt un chauffage décentralisé. Donc par exemple, c'est le cas des radiateurs électriques, hein. On a un radiateur dans chaque pièce qui est à la fois le système de production et le système d'émission du chauffage. Euh, Ça peut être aussi le cas des poêles à bois, où en général on a un poêle à bois dans la pièce de vie, mais on a quand même besoin d'avoir un appoint dans les autres pièces. Pour le chauffage central, eh ben, on peut avoir une chaudière, hein, tout simplement, qui peut être, voilà, au fioul, c'est plus tellement conseillé, surtout en rénovation. Au gaz, il n'y a plus vraiment d'aide financière, mais rien n'empêche aujourd'hui d'installer encore une chaudière au gaz. Euh, voilà, une chaudière au bois. Ensuite, on va avoir la pompe à chaleur, notamment RO, hein, qui va permettre bah, du coup là, d'être installée par exemple sur un circuit de radiateur existant. Et on a aussi, alors ça c'est un peu moins connu, mais le solaire. Le solaire ne sert pas qu'à faire de l'eau chaude, hein. On peut faire aussi du chauffage avec un système solaire dit combiné, donc il va pouvoir faire à la fois de l'eau chaude pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire. Donc voilà, plusieurs possibilités en fonction voilà, de l'existant, de la place qu'on a aussi, hein. Par exemple, en termes de local technique, tous les systèmes n'ont pas le même encombrement. Donc, en fonction de tous ces paramètres, on va pouvoir faire un choix sur son système de chauffage. Et pour l'eau chaude sanitaire, eh ben, soit on a donc un chauffe-eau électrique, hein, par exemple si on est en tout électrique, le chauffe-eau solaire individuel, et il existe aussi des chauffe-eau thermodynamiques. En fait, c'est une pompe à chaleur dédiée à l'eau chaude, en gros, quoi. Voilà, donc si je synthétise un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, viser une rénovation performante. Alors, voilà, il y a vraiment un enjeu, en tout cas, quand on rénove, aller chercher de la performance. Mais vous voyez qu'il n'y a pas une solution miracle, hein. Le bâtiment, c'est quand même un système complexe et il faut s'adapter à chaque fois bah, à l'existant, à la typologie initiale du bâtiment, à sa composition, à sa forme, son orientation, son environnement. Enfin voilà, il faut vraiment avoir une réflexion globale en fait pour chaque projet. Ensuite, un point de vigilance, donc voilà, essayer quand on fait des travaux d'isolation, bah, d'isoler en deux fois maximum, en une fois si on peut, mais en deux fois maximum, et de bien penser aussi au traitement des ponts thermiques et de l'étanchéité à l'air en rénovation, qui peuvent être un peu parfois oubliés, mais voilà, des points aussi importants à traiter. Et en tout cas, pour vos clients, donc sur Nantes Métropole, ça c'est le numéro que vous pouvez noter. N'hésitez pas à les orienter quand ils ont besoin de conseils sur une réno, qui ne savent pas forcément par quel bout prendre les choses. Les orienter vers les espaces conseils France Rénov', c'est le service public de la rénovation énergétique. Ils vont trouver un conseil neutre, gratuit, indépendant, et avoir un conseiller en face d'eux pour voilà, les guider un peu sur leur projet de travaux, prioriser, est-ce qu'ils ont besoin de faire justement un DPE, un audit, etc. Les conseillers France Rénov sont vraiment là pour ça. Donc voilà, le numéro, vous l'avez là, le 02 40 89 30 15, qui est pour les particuliers qui ont besoin de renseignements. Donc ça, c'était pour la première partie. S'il y a déjà des questions, on peut les prendre avant de passer à la suite. Je ne sais pas si Sylvain, tu es toujours là et que tu as des questions dans le chat. Alors oui, je suis toujours là, t'inquiète pas. Ouf, Et non, pour l'instant, il y a aucune question. ok, Voilà, s'il y a pour l'instant pas de questions, on peut continuer et puis, si les questions arrivent, bah, il faut pas ok. hésiter à les mettre
dans le question-réponse. Ouais, voilà, n'hésitez pas. Et puis de toute façon, il y aura effectivement un autre temps de questions-réponses à la fin. Ok, bah, s'il n'y a pas de questions, je continue. Donc là, l'idée, c'était aussi un peu de vous faire un point sur le DPE et les audits réglementaires, vous donner un petit peu des clés de lecture et de compréhension de ces deux outils que je pense vous retrouvez beaucoup au quotidien dans vos dossiers. Bon, ce calendrier, je pense que vous le connaissez bien, mais voilà, c'est un peu les échéances qui sont données par la loi climat et résilience, toujours dans ce but d'atteindre un parc de logements rénové et performant. Donc voilà, et d'interdire progressivement l'allocation des passoires thermiques. Donc depuis l'année dernière déjà, hein, il faut un audit énergétique dans le cas de la vente d'une passoire énergétique, donc les étiquettes F et G. Les logements qui sont au-delà de l'étiquette G ne sont plus autorisés à la location. Et à partir de l'année prochaine, ça va être donc les étiquettes G qui vont être interdites à la location. Et il va falloir aussi un audit énergétique, enfin présenter un audit énergétique pour la vente, pour la transaction des logements qui sont classés E. Donc voilà, progressivement, les exigences vont se durcir. Et c'est vrai que du coup, bah, le DPE et l'audit, ça devient incontournable et c'est des outils que vous retrouvez, vous, au quotidien, dans vos métiers. Donc sur le DPE et l'audit, alors aujourd'hui, enfin, c'est deux outils qui ont tendance un peu à se rejoindre et à s'uniformiser. Donc il y a des points communs. Les points communs, c'est qu'ils sont basés sur la même méthode de calcul aujourd'hui. Donc le DPE et l'audit réglementaire donc, sont faits par les moteurs de calcul. Intègre la méthode 3CL 2021 sur 5 usages sur surface habitable. Donc on va détailler ça un petit peu après. L'étiquette énergie, ça je pense que vous le savez aussi, mais aujourd'hui, maintenant, il y a une double entrée, donc consommation d'énergie, gaz à effet de serre pour l'étiquette énergie. Sur l'aspect juridique, les deux études aujourd'hui sont aussi opposables. Donc, c'est-à-dire un acquéreur pourrait se retourner vers l'auditeur s'il constate voilà, des erreurs qui font que, bah, par exemple, l'étiquette énergie était trop favorable, enfin, est plus favorable que ce qu'elle devrait être. Et au niveau du format du rapport aussi, les deux outils ont maintenant un rapport standardisé. Donc en fait, dans vos dossiers, quel que soit le logement, pour un DPE, vous avez le même format tout le temps. Et aujourd'hui, pareil pour l'audit, maintenant, vous allez avoir le même format tout le temps. Alors au niveau des différences, il y en a aussi, hein. La durée de validité déjà. Donc le DPE, lui, il est valable 10 ans, alors que l'audit réglementaire, pour le moment, il est valable seulement 5 ans. Au niveau des usages, c'est pas tout à fait le même usage non plus. Donc le DPE, lui, il vient vraiment pour justifier de l'étiquette énergétique du logement, hein. C'est un peu la photo à l'instant T. Alors que l'audit réglementaire, lui, c'est vraiment plus un outil de performance et il va intégrer en fait des préconisations de travaux avec au moins deux scénarios BBC à étudier par l'auditeur, avec au moins une réno BBC en une étape et réno BBC en deux étapes, enfin par étape en tout cas. Voilà, il peut y avoir d'autres scénarios étudiés évidemment, mais ça, c'est des scénarios qui sont obligatoires. Au niveau des obligations réglementaires, donc ça, je pense que vous le savez très bien, mais le DPE, il est obligatoire pour la vente et la location de n'importe quel logement. L'audit réglementaire, lui, il devient obligatoire donc progressivement pour la vente des passoires énergétiques. Donc depuis l'année dernière pour les logements classés F et G et à partir de l'année prochaine pour les logements classés E. Et dans le cadre de ma prime rénov', alors il y a aussi deux utilisations un peu différentes. À partir de l'année prochaine, il faudra avoir un DPE. Alors c'était censé être mis en place en début d'année 2024, mais finalement ça a été reporté. Donc voilà, en tout cas, avoir un DPE quand on sollicite les aides, ma prime rénov' poste par poste, pour justifier de la classe énergétique du logement. Et du coup, l'audit réglementaire, lui aujourd'hui, il est indispensable plutôt pour le parcours accompagné de ma prime rénov' pour justifier des deux sauts de classe après travaux.
Donc voilà, 2 outils aussi qui deviennent, obligatoires pour aller chercher les aides financières. Alors maintenant, si on passe un peu plus sur le décryptage, de l'étiquette énergie, je pense que vous en voyez passer tous les jours, mais peut-être que vous savez pas précisément, bah, à quoi correspondent un peu bien toutes les unités et cetera. Hem, donc voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, l'étiquette énergie, en tout cas, elle a une double entrée, à la fois énergie et gaz à effet de serre. Et en fait, c'est l'étiquette la plus défavorable des 2 qui va donner l'étiquette globale du logement. Donc là, par exemple, vous avez un logement qui est F en énergie et E en émissions de gaz à effet de serre, donc il aura une étiquette globale F. S'il avait eu la même chose, mais avec une étiquette G en gaz à effet de serre, il aurait eu une étiquette globale G. Donc, heu, donc voilà, la double entrée. Je vous parlais tout à l'heure de méthode de calcul dite conventionnelle, donc la 3CL 2021. Conventionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a certaines données qui sont, figées dans le moteur de calcul sur lequel l'auditeur n'a pas la main. L'auditeur ou le diagnostiqueur, lui, ce qu'il va pouvoir, rentrer dans son calcul, dans son logiciel, c'est, la localisation de la maison, son orientation, toutes les surfaces, donc les surfaces de plancher, les surfaces, de murs, de toiture, de fenêtres et cetera. Comment est délimité le volume chauffé, à chaque fois comment sont composées les parois, est-ce qu'il y a de l'isolant ou pas, quelles sont les fenêtres et cetera et quels équipements on a, donc en termes de chauffage, ventilation. Mais par contre, il y a certaines données auxquelles il ne pourra pas toucher, par exemple les scénarios d'occupation. Par exemple, dans le logiciel, il est, convenu que, il y a juste une semaine d'absence, prise en compte, au mois de décembre dans l'année. Voilà, il y a pas, par exemple, d'absence en été et cetera. Mais ça, au moins, c'est pareil pour toutes les études et tous les logements. Ensuite, le nombre d'occupants, ça, on n'a pas la main dessus non plus, dans le moteur de calcul. Le nombre d'occupants, il va être généré par le moteur de calcul que par la surface, en fait. Les données météorologiques, donc ça, c'est pareil, elles sont figées en fonction de la localisation qui sera rentrée. Il y a une base de données avec des données météo. La température de consigne aussi, elle est bloquée. Donc en fait, le calcul, prend en compte, qu'en hiver, les gens enfin, que le bâtiment, le logement est chauffé à 19 degrés quand il est occupé et à 16 degrés en mode réduit. Et les besoins en eau chaude sanitaire aussi, ça c'est par rapport à la surface du logement. Voilà, donc ça c'est en fait, ça permet de modéliser une performance intrinsèque du logement et du coup de pouvoir comparer les logements entre eux. Donc ça peut paraître être une contrainte, mais en fait c'est vraiment pour un souci, bah, d'équité finalement et de pouvoir, comparer deux logements entre eux. Ensuite, voilà, tout à l'heure, je parlais de méthode 3CL 2021 sur 5 usages. Ça veut dire qu'en fait, dans les consommations d'énergie que vous trouvez dans le TPE et l'audit, il n'y a que 5 usages qui sont pris en compte. Donc, c'est le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la climatisation s'il y en a, mais dans nos régions, pas trop encore, l'éclairage et les auxiliaires. Donc, c'est tout ce qui est moteur de ventilation, les circulateurs pour le chauffage, etc. On va pas prendre en compte, par exemple, tout ce qui est, sur le réseau de prise, donc tous les appareils électroménagers, les machines à laver, l'informatique et cetera. Ça rentre pas en compte, dans le calcul énergétique et donc l'énergie, elle s'exprime en kilowattheure, ça je pense que vous connaissez. Ensuite, donc l'étiquette énergie, elle est donnée en kilowattheure par mètre carré parce qu'en fait, la consommation globale, elle va être divisée par la surface habitable du logement. Du coup, il y a un enjeu en fait à ce que cette surface, elle soit vraiment bien calculée parce qu'en fait, bah, 5 m², ça peut, dans certains cas, faire basculer d'une étiquette à l'autre. Donc voilà, vu que la consommation globale, elle est divisée par la CHAB, par la surface habitable, c'est vraiment important que cette surface, elle soit, vraiment bien calculée. Du coup, ce qui fait aussi que, bah, il y a certaines configurations qui sont pénalisantes. Des logements qui ont une petite surface, bah, finalement, ils vont avoir un ratio, paroi déperditive, surface qui va être défavorable. Donc voilà, c'est pour ça que les petits logements ont souvent des étiquettes un peu défavorables. Des logements aussi qui seront peu compacts vont être défavorisés. Des logements qui n'ont pas de mitoyenneté. Enfin, en fait, tout ce qui fait qu'on aura beaucoup de surface déperditive par rapport à la surface de plancher.
Par exemple, c'est le cas typique des appartements, un appartement qui va être, en centre d'immeuble avec, du coup, de la mitoyenneté, il va être mieux classé qu'un appartement de la même taille dans le même immeuble, mais qui sera au rez-de-chaussée ou au dernier étage parce que cet appartement, il aura en plus dans sa surface déperditive, le plancher bas ou la toiture. Donc il sera pénalisé par rapport, à un appartement de configuration, similaire, mais qui sera au milieu du bâtiment. Donc voilà, ça après, c'est la configuration qui veut ça. Ensuite, ah oui, il y a une autre notion, que vous voyez sûrement du coup dans le DPE et les audits, c'est la notion d'énergie primaire. Alors l'énergie primaire, c'est un concept qui est pas forcément, très palpable comme ça, mais, en fait, l'énergie primaire, c'est finalement la première forme d'énergie qui est dispo dans la nature, donc ça va être un peu différent de l'énergie finalement qu'on consomme réellement, chez nous. Ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie finale. Donc l'énergie finale, c'est vraiment ce qui arrive chez le consommateur, ce qui arrive dans la maison et ce qui est du coup, ce qu'on compte, au niveau du compteur et ce qu'on aura sur la facture. Ça, c'est l'énergie finale, l'énergie qu'on utilise vraiment pour chauffer, sa maison. Mais cette énergie, pour arriver jusqu'à la maison, des fois, il a fallu qu'elle soit, transportée, transformée, distribuée, stockée et cetera. Et donc on va lui appliquer finalement un coefficient de transformation pour prendre en compte toutes ces étapes-là. Bon, c'est un peu c'est peut-être un peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir, en fait, il y a juste ça à retenir, c'est que par convention, ce coefficient de conversion, il est, de 2,3 pour l'électricité et de 1 pour toutes les autres énergies. Donc pour l'électricité, ça veut dire que, si le logement a besoin de 100 kWh par mètre carré pour se chauffer, et ben, en fait, l'étiquette qui sera en énergie primaire, on va multiplier cette consommation par 2,3, donc finalement, l'étiquette énergie du logement, elle sera à 230 kWh par mètre carré et non pas 100. Donc là, c'est pour vous faire comprendre aussi que, bah, le chauffage électrique, notamment les radiateurs, c'est très, très désavantageux pour le calcul, et donc dans les audits, et les DPE. Donc voilà, si on combine, petite surface et chauffage électrique, non isolé par exemple, bah, vous voyez que ça peut vite, être assez pénalisant comme configuration. Il y a tout un travail qui a été fait là cette année pour, aussi faire converger les audits, parce qu'avant on avait plusieurs, audits qui coexistaient, notamment pour des audits pour demander les aides financières, qu'on appelait des audits, incitatifs. Donc là, maintenant, ces audits-là, on va plus pouvoir les utiliser puisqu'à partir du 1er octobre, donc il faut absolument présenter un audit réglementaire pour faire une demande d'aide financière. Donc là, maintenant, voilà, normalement, dans les dossiers, vous avez que des audits réglementaires. Il y avait une souplesse là jusqu'au 1er octobre pour présenter un audit incitatif pour faire une demande d'aide financière, mais voilà, donc ça, c'est fini à partir du 1er octobre. Du coup, dans ces audits réglementaires, il y a aussi des exigences en termes de scénarios qui sont demandés, pour, justement, bah, répondre aux besoins des dossiers d'aide financière. Donc du coup, dans l'audit énergétique, il faut, un minimum des scénarios qui modélisent un gain de 2 classes, après travaux et qui intègrent aussi 2 gestes d'isolation thermique, parce que ça, c'est demandé dans la prime rénov', parcours accompagné, donc le gain de 2 classes et 2 gestes d'isolation thermique. Il faut aussi que l'auditeur renseigne la performance, le type et la surface des isolants, à poser, ce qu'il préconise dans son étude. Il peut pas juste mettre, il faut de l'isolant avec, tel R ou telle résistance thermique. Il faut vraiment, voilà, qu'il précise un peu plus, enfin voilà, qu'il conseille un type d'isolant en particulier. Et il faut aussi, bah, du coup, vérifier le renouvellement d'air puisque du coup, je vous en ai parlé tout à l'heure, la ventilation, ça surtout une fois qu'on a isolé, ça devient vraiment un poste important, donc là, au moins, du coup, c'est obligatoire de l'étudier dans l'audit thermique, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Donc ça, c'est le cadre un peu, voilà, qui correspond à MaPrimeRénov', mais quand vous avez des aides locales, par exemple, comme les aides, Mon Projet Rénov' de Nantes Métropole, il peut y avoir d'autres scénarios, qui sont demandés, donc ça peut être, voilà, un scénario, en plus à modéliser dans l'audit. Donc bien se renseigner aussi quand on a des aides locales, que l'audit corresponde bien, à ce qui est demandé pour les aides.
Un outil que vous connaissez peut-être, c'est l'Observatoire des DPE Audit qui est disponible en ligne. C'est un site de l'ADEME. Alors, je pense que le lien est dans la présentation, donc vous l'aurez. Euh, et ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a un outil statistique. Donc voilà, on peut voir par exemple, là j'ai filtré sur Nantes Métropole, ça donne un peu la répartition des étiquettes énergie sur le territoire de Nantes Métropole. Donc on voit que le niveau BBC là sur Nantes Métropole, bah, on est à 2 plus 6, donc 8% des logements. Bon, c'est pas, on a aussi encore un gros potentiel de rénovation sur notre territoire. Et sur ce site, vous retrouvez aussi je pense que vous le savez, mais je le dis quand même, le simulateur des seuils pour les logements de petite surface, donc les logements de moins de 40 mètres carrés. Ça, c'est un petit ajustement qui a été fait là en cours d'année, qui permet en fait, bah, pour les petites surfaces, de télécharger une attestation si jamais ça fait changer d'étiquette énergie. Alors en fait, c'est pas que l'étiquette, enfin, en fait, la consommation d'énergie, donc en kilowattheure par mètre carré, reste la même, mais c'est qu'en fait, les seuils pour passer d'une étiquette à l'autre, donc entre BC, CED, etc., en fait, vont être modulés pour les petites surfaces en fonction de la surface. Donc, en fait, pour les logements qui sont un peu justement entre deux étiquettes, et ben, ça peut permettre voilà, de passer dans l'étiquette au-dessus, mais c'est pas du tout garanti. Donc, ça peut être bien d'aller faire la simulation sur cet outil. Donc, à retenir pour la partie DPE et audit. Donc voilà, les DPE audit aujourd'hui, c'est vraiment des outils de la transaction immobilière, hein. Je pense que vous les manipulez au quotidien. Il y a un cadre réglementaire qui a été quand même bien renforcé aujourd'hui. Et donc voilà, les méthodes de calcul, les rapports, tout est un peu uniformisé. Donc, je pense que ça simplifie quand même un peu les choses. Et voilà, à retenir que l'audit réglementaire, c'est vraiment un outil d'aide à la décision justement pour accompagner la performance énergétique des travaux de rénovation. Donc, euh, donc voilà, il faut vraiment s'appuyer dessus aussi pour les rénovations énergétiques. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura aussi permis de comprendre un peu plus les mécanismes de la méthode de calcul. Donc là, voilà, on a vu qu'il y a certaines données d'entrée qui sont figées dans le moteur de calcul, hein. C'est comme ça, on ne peut pas y toucher. Certaines configurations voilà, de logements qui vont finalement pénaliser ou avantager les résultats. Mais là, c'est pareil, c'est le logement qui est fait comme ça. Malheureusement, on pourra pas y faire grand-chose. Et puis l'affichage, cette conversion à énergie primaire, énergie finale qui pénalise pas mal les logements équipés de radiateurs électriques. Donc, de toute façon, c'est pas forcément une solution qu'on encourage forcément non plus, mais sauf dans des logements, par exemple, très très bien isolés, où on a un poêle à bois et les radiateurs électriques peuvent venir compléter en appoint, mais voilà, c'est pas forcément une solution à privilégier. Mais en tout cas, merci de votre participation. Vous avez à nouveau là le contact de l'espace France Rénov sur Nantes Métropole. Donc voilà, n'hésitez pas à donner ce numéro à vos clients quand il y a des projets de rénovation énergétique. C'est vraiment la porte d'entrée pour eux, pour savoir un peu comment s'orienter, parce que c'est pas toujours évident. Donc voilà, n'hésitez pas à leur communiquer ce numéro.